Bien, bonjour et bienvenue, bienvenue à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir au Collège de France à l'occasion de ce colloque qui va nous réunir aujourd'hui et demain autour d'un thème tout à fait passionnant, celui de l'émotion dans la fiction. Grâce à Jérôme Pelletier et à Pascal Piolino, qui sont à l'origine de ce superbe projet, auquel j'ai eu le plaisir moi-même d'être associé dans le cadre de l'ANR qu'ils ont dirigé et dont ces journées constituent le colloque de clôture, nous allons aborder ce double thème sous plusieurs angles et en mêlant plusieurs approches, puisque un simple coup d'œil au programme vous aura permis de voir que ce ne sont pas seulement des philosophes qui vont s'exprimer, mais aussi d'éminents collègues venus des domaines des neurosciences, de la neuropsychologie ou encore des sciences de la communication et des médias. Notre objectif à tous est en effet de mieux analyser, de mieux comprendre ce qui se joue dans ce curieux phénomène des émotions que nous éprouvons lorsque nous assistons ou participons à une œuvre de fiction, que ce soit en lisant un livre, en regardant un film, mais peut-être bien aussi en regardant tout simplement une vidéo sur Internet, dont certaines, comme nous le savons, peuvent littéralement nous glacer d'effroi, tant il peut parfois se faire, et peut-être aurons-nous aussi l'occasion d'y revenir, soit que la réalité elle-même dépasse, comme on dit, la fiction, soit que l'on soit amené à se demander si nous sommes bel et bien dans le registre du fictionnel ou dans celui du réel. La réflexion sur ces états affectifs, que sont les émotions, à côté d'autres affects comme les passions, les humeurs, les sentiments, connaît un vif regain d'intérêt depuis une bonne dizaine d'années et elle s'est considérablement enrichie non seulement par les travaux des philosophes, mais par les découvertes des sciences empiriques, comme nous allons en avoir l'illustration au cours de ces 2 journées. On sait mieux notamment comment les aborder selon que l'on privilégie la perspective à la première personne ou à la 3e personne, ce qui les distingue d'autres états mentaux, comme les croyances, les désirs, les sensations, les perceptions ou encore les souvenirs. Ce qu'est aussi leur grammaire, certaines émotions s'accompagnant moins aisément que d'autres d'un complément propositionnel, la différence encore qu'il peut y avoir entre des épisodes émotionnels et des émotions qui semblent s'inscrire dans la durée est relevée plutôt de certaines dispositions du caractère. Nous comprenons mieux aussi à quoi tient leur passivité, le peu d'emprise que semble avoir sur elles notre volonté, qui les met apparemment plus du côté de la perception que de l'imagination. En même temps, nous nous rendons compte aussi que certaines émotions sonnent plus justes, semblent plus appropriées que d'autres, et qu'il y a donc certaines contraintes normatives qui pèsent sur elles. Nous les évaluons. La question des liens entre émotion et valeur est, on le sait, fort ancienne. Nombreux sont ceux qui, depuis longtemps, ont souligné le rôle que jouent, pour le meilleur et pour le pire, les émotions en politique. Je pense par exemple aujourd'hui aux analyses de Martha Nussbaum sur les émotions démocratiques. Plus récemment, on s'est beaucoup penché aussi, notamment en philosophie de la connaissance, sur la valeur épistémique que peuvent avoir les émotions et sur la question de savoir s'il n'y aurait pas lieu ici d'introduire, par exemple, une distinction entre émotion ou sentiment épistémique. Vous l'aurez compris, le domaine de la recherche consacré aux émotions, à s'en tenir au seul point de vue du philosophe, est immense. Même si nous allons sûrement à tel ou tel moment de nos travaux rencontrer certaines de ces problématiques, ce qui va plus précisément nous occuper aujourd'hui et demain, c'est la question de la nature plus particulière du type d'émotion auquel on a affaire dans l'univers fictionnel ou de ce que certains ont appelé les quasi-émotions. L'une des questions étant précisément de déterminer si nous avons affaire en la circonstance à une émotion d'un type complètement différent. Comme je crois, le professeur Gregory Curry va le montrer dans un instant, donc dans le premier exposé que nous allons écouter, la question se pose en effet de savoir si la peur que nous éprouvons, par exemple, lorsque nous regardons un film, est une vraie émotion ou une quasi-émotion. Comme l'a suggéré Ken Walton, on peut considérer que Charles a quasi peur de cette substance gélatineuse, cette alien par exemple, qu'il voit sur l'écran, mais non pas qu'il en a peur. La quasi-peur ne serait donc pas
une sorte de peur. En même temps, on peut accorder, et c'est ce qu'il fait, que la quasi-peur est bel et bien une émotion authentique. Mais alors n'est-il pas fourvoyant de la qualifier de quasi-émotion? Une quasi-peur est-elle bien une peur? Comment répondre à une telle question, dès lors notamment que nous voulons, comme c'est évidemment souhaitable, pouvoir généraliser cela à toutes les espèces d'émotions? Peut-on s'y essayer en proposant de dire, par exemple, que les quasi-émotions ont des conditions de justesse, de correction différentes? Un deuxième type de problème a trait cette fois, et François Recanati va nous en parler, au rôle que joue précisément l'imagination au cours de ce genre d'expérience bien spécifique, et la manière dont s'y présente le soi. À première vue, on pourrait penser qu'il s'agit en l'occurrence de situations dans lesquelles c'est bien le sujet, l'imagination subjective, qui entre ici en jeu. Mais est-ce aussi sûr? Ne peut-on montrer que même dans certains cas d'imagination subjective, le soi n'intervient pas le moins du monde, auquel cas l'imagination ne serait pas un état réflexif à l'opposé de la perception ou de la mémoire? Sans doute y a-t-il dans cette réponse quelque chose de paradoxal, car l'imagination subjective, celle qui nous vient de l'intérieur, du dedans, est censée être, montrera François, le parangon même d'un état en première personne. Peut-être alors peut-on lever le paradoxe en analysant de plus près le rôle que joue la simulation dans de tels épisodes où il s'agit surtout de laisser libre cours à son imagination. Il vaut donc la peine de mieux comprendre ce qui se joue au juste lorsque nous réagissons émotionnellement à une scène de fiction. Et c'est là que la complicité de la philosophie et des neurosciences fait merveille, comme Jérôme Pelletier et Pascal Piolino vont nous en apporter la magnifique démonstration. Ils vont en effet nous montrer comment et pourquoi l'on peut analyser les émotions face à des scènes de fiction comme la sortie ou l'output émotionnel d'un processus de régulation ascendante, et que la quasi-modification de l'émotion peut s'expliquer par la faible intensité d'engagement personnel que déploie le sujet dans des scènes de fiction. Auquel cas, pourrait-on suggérer, dans la mesure où l'on interagit émotionnellement avec des scènes réelles à différents niveaux d'engagement personnel, l'on peut aussi, dans le cas où il s'agit de scènes réelles, parvenir à des quasi-émotions. Si l'on réfléchit à tout ceci, en s'appuyant cette fois sur certains traits inhérents à la fiction, proprement dite, à savoir le fait qu'il s'agisse d'un récit, d'une narration, on peut alors aussi s'interroger, comme le fera Martin Conway, sur la manière dont les émotions peuvent être plus ou moins extérieures ou intérieures au dit récit. Si l'on essaie de construire ce récit à la manière dont, par exemple, Philip Johnson Laird l'entendait, comme une sorte de modèle mental, peut-être découvrira-t-on alors que plus l'émotion est en quelque sorte extérieure, plus elle semble de seconde main, être le fait d'autrui. Cela nous conduirait peut-être à nous interroger sur la manière dont le soi et des souvenirs spécifiques, par exemple, peuvent accueillir des émotions qui manifestent des degrés très variés d'authenticité. Cette analyse prendra un relief particulier lorsque nous essaierons, comme le fera Tiziana Tzala, de mettre ces questions du soi, de la fiction et de l'émotion en relation avec le phénomène si douloureux de l'autisme, qui se caractérise précisément par les difficultés éprouvées par le sujet et qui interroge sur le rôle de l'imagination et la place de l'empathie. La manière dont les autistes répondent à des situations fictionnelles est, comme nous le verrons, sur la base d'expériences et de protocoles expérimentaux précis que nous présentera Tiziana, du plus grand intérêt pour comprendre les jeux d'interaction entre ces fonctions et pour mettre en relation le développement atypique du soi dans le syndrome autistique avec l'émergence de la cognition interpersonnelle et sociale. Mais on peut aussi reprendre à nouveau frais et approfondir par un autre biais les analyses qui ont été proposées de la quasi-émotion comme étant une réponse psychologique à la fiction, comme va le proposer Ed Tan. Et pour ce faire, repartir des concepts d'émotion et de fiction et des analyses qui en ont été proposées, lesquelles voient souvent en la première, pour l'essentiel, une forme d'évaluation fonctionnelle et en la seconde, un mécanisme mental de simulation.
nous pourrions avoir d'authentiques émotions en réponse à ce que nous évaluons comme des quasi-réalités. Auquel cas, il faudrait revenir sur l'idée selon laquelle la fiction produirait nécessairement des quasi-émotions, ce qui n'est pas dire qu'elle ne le puisse jamais. Mais on dira simplement alors que dans les cas où il est possible, dans certaines expériences induites par la fiction, de parler de quasi-émotions, alors il s'agit de cas où l'on conçoit le fait de s'engager dans la fiction comme une simulation collaborative qui met en jeu des constructions communes d'histoire entre un narrateur et un receveur. La part qui est celle du receveur dans la co-construction, exigeant l'élaboration par le narrateur de certaines stratégies et de résultats. Il y aurait ainsi une sorte de marchandage entre les deux types d'élaboration. Pour autant que ce qui compte le plus en termes d'élaboration, ce sont les stratégies du narrateur, on peut concevoir les histoires ou les récits comme des schèmes qui ont des liens avec les concepts d'émotion ou de dessins émotionnels induits par la fiction, sans que cela donne lieu à du sentiment à proprement parler, qu'il vaut donc mieux pour cette raison même appeler un quasi-sentiment. Mais on peut évidemment s'interroger peut-être aussi sur la manière dont, à son tour, cette compréhension en termes de dessin émotionnel est à même de donner lieu à de vraies émotions. Comme je l'ai dit d'emblée, les quasi-émotions ne constituent qu'un des aspects de cet immense champ qu'occupent nos affects. Il vaut donc la peine de se demander si les mécanismes que nous aurons fait apparaître sur le registre du quasi peuvent également avoir un sens dès lors que l'on s'interroge par exemple sur des quasi-désirs ou des quasi-jugements ou des quasi-visions et sur la manière dont ces modes mentaux diffèrent selon leurs objets et leur contenu et se mettent notamment en relation avec l'imagination, comme le montrera Kevin Mulligan en nous rappelant à quel point il est toujours fécond de revenir à l'histoire de la philosophie, en particulier lorsque l'on traite de questions aussi classiques. On trouve chez Husserl et chez Meinong des analyses très riches sur ce point, qui ne sont pas, du reste, sans rapport avec les théories les plus contemporaines en philosophie de l'esprit, mais aussi avec certaines des recherches les plus récentes menées en neurosciences. Telle est la perspective sur laquelle Georg Nordhoff reviendra, en remettant donc plus nettement l'accent, cette fois, sur le soi que la tradition philosophique, mais aussi celle des neurosciences, tiennent le plus souvent pour une fonction cognitive supérieure, couronnant toutes les autres, et dont on a pu démontrer comment il interagissait en effet directement dans le cas de la mémoire. D'autres courants de recherche récents, comme le montrera Georg en présentant différents modèles, indiquent, mais de façon qui n'est peut-être pas toujours convaincante, qu'il y a aussi un lien étroit entre le soi, en ce qu'il a de spécifique, et des fonctions plus fondamentales encore, comme les perceptions, les émotions et la récompense. Peut-être vaut-il mieux s'en remettre alors à ce que les neurosciences nous apprennent et concevoir ce que le soi a de spécifique comme constituant une base ou du moins une caractéristique fondamentale de l'activité cérébrale spontanée. Et partir de là alors pour voir en quoi cette activité est centrale pour le développement du soi par auto-expansion, auto-association en réponse à des stimuli internes ou externes. Le soi serait ainsi à la base, au fond, de tous ces événements mentaux, comme un sujet qui prend la double forme d'une conscience de soi et d'une conscience phénoménale. Voilà, je crois, de quoi enrichir les questionnements que nous allons mener, dont je l'espère les quelques brèves évocations que je viens d'en faire vous auront déjà convaincu qu'ils devraient être du plus grand intérêt. Donc sans plus attendre et en remerciant de nouveau chaleureusement les intervenants et organisateurs de ce colloque, ainsi que Madame Sophie Grand-Cyr et Jean-Baptiste Guillon, qui nous ont secondés comme toujours pour ce genre d'occasion avec un professionnalisme et une générosité qui ne sont plus à démontrer. Je donne donc la parole aux maîtres d'œuvre de ce colloque, à mes éminents collègues Patricia Piolino et Jérôme Pelletier, qui vont vous expliquer comment vont se dérouler donc nos 2 journées et présenter les différents orateurs. Donc merci à tous et très bon colloque. Cher Jérôme, je te laisse la parole.